la une de l'actualité, les Burundais votent ce mercredi pour élire leur nouveau président, leurs députés et leurs conseillers municipaux en pleine pandémie de Covid-19. L'ancien ministre des Finances du Lesotho, Mweketsi Majoro, a officiellement pris ce mercredi ses fonctions de Premier ministre au lendemain de la démission de Thomas Thabane. Et puis pour freiner la propagation du nouveau coronavirus dans son pays, le chef de l'État malien Ibrahim Boubacar Keïta a gracié 400 détenus dont un prêcheur récemment condamné pour des propos polémiques. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. Les Burundais votent ce mercredi pour élire leur nouveau président en pleine pandémie de Covid-19. Le scrutin marquera la fin de l'ère Pierre Nkurunziza à la tête du Burundi depuis 2005 et qui ne se représente pas. Les Burundais ont commencé à voter ce mercredi dans une élection tendue pour remplacer le président Pierre Nkurunziza à la tête du pays depuis 2005. Le scrutin se tient en pleine pandémie de Covid-19 et au terme d'une campagne électorale tendue. Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes peu après 6 heures et doivent fermer à 14 heures. La présidentielle oppose notamment le général Évariste Ndayishimiye, le dauphin désigné de Pierre Nkurunziza, au chef de l'opposition Agathon Rwasa. Le futur président élu pour un mandat de 7 ans sera investi en août, à la fin du mandat de Pierre Nkurunziza. Ce dernier, élevé au rang de guide suprême du patriotisme en février par l'Assemblée nationale, va rester le président du Conseil des sages du parti, l'organe qui en prend les décisions les plus importantes. Pierre Nkurunziza s'est vu octroyer plusieurs avantages. Il aura un logement privé financé par l'État, un salaire à vie et un titre officiel. Le nouveau président du Burundi devra également le consulter sur des questions d'importance nationale. Le scrutin, abrité par une commission électorale accusée par l'opposition d'être acquise au pouvoir, va se dérouler à huis clos. Et pour cause, le gouvernement a rejeté toute mission d'observation de l'ONU et de l'Union africaine. Outre leur président, les quelques 5,1 millions de Burundais sont également appelés à choisir députés et conseillers communaux. Ces derniers désigneront en juillet les membres du Sénat. En ce qui concerne les résultats provisoires, ils sont attendus lundi ou mardi prochain selon le porte-parole de la Commission électorale nationale indépendante. Au Lesotho, l'ancien ministre des Finances Mweketsi Majoro a officiellement pris ce mercredi ses fonctions de Premier ministre et ce, au lendemain de la démission de Thomas Thabane, après plusieurs mois de crise politique. Je jure que dans mes fonctions et en toutes circonstances, je serai un Premier ministre sincère et fidèle avec l'aide de Dieu. Ainsi s'exprimait le nouveau Premier ministre du Lesotho, Mweketsi Majoro, lors d'une cérémonie de prestation de serment organisée dans la capitale Maseru. Au pouvoir depuis 2017, le Premier ministre Thomas Thabane, 80 ans, a quitté ses fonctions ce mardi au terme d'une longue crise politique. Lâché par son propre parti, la Convention de tous les Basotho et sa coalition gouvernementale, il était pressé de prendre sa retraite depuis que, au début de l'année, la justice l'a mis en cause dans l'assassinat de son ex-femme quelques jours avant de prendre ses fonctions. Thomas Thabane a toujours nié farouchement être impliqué dans cette affaire. Après avoir longtemps résisté, il a été contraint de rendre les armes quand sa coalition gouvernementale lui a retiré son soutien au Parlement la semaine dernière. Pour sa dernière intervention publique, Thomas Thabane a présenté ses excuses pour ses erreurs. Il est possible que j'ai fauté par inadvertance pendant mon mandat, a-t-il concédé. Membre du même parti que son prédécesseur, Mweketsi Majoro, âgé de 58 ans, a servi au Fonds monétaire international de 2008 à 2012 avant d'entrer au gouvernement où il a occupé plusieurs portefeuilles ministériels.
En resto Lesotho, où des habitants de Maseru ont réagi à la démission du Premier ministre Thomas Thabane. Si certains considèrent qu'il est tombé dans le piège en restant trop longtemps au pouvoir, d'autres estiment par contre que le Premier ministre désigné Mweketsi Majoro pourrait être un bon choix. On les suit. Je pense que la façon dont le docteur Thomas Thabane a démissionné est assez regrettable. Je pense que c'est une personne qui a été vénérée dans l'arène politique du Lesotho pendant très longtemps. Je pense qu'il est tombé dans le piège de la plupart de nos dirigeants qui sont là depuis un peu trop longtemps. En vieillissant, il est devenu plus sensible à l'influence et je pense que cela a peut-être terni son image. Je pense qu'il a servi le pays, mais un peu trop longtemps. On aimerait penser positivement. On penserait que le docteur Majoro, en tant qu'économiste, ayant une réputation mondiale, voudrait préserver cela et vraiment essayer de diriger le pays et de créer une sorte d'unité. Mais on se rend compte que la politique ne fonctionne pas de cette façon. En particulier avec notre politique africaine, même la présence de Majoro signifie qu'on lui doit une ou deux faveurs. Et il s'agit de savoir comment cela se passe. Avec le Congrès démocratique qui sort de l'opposition et qui fait maintenant partie de la coalition, il y a des comptes à régler. Cela ne va pas être aussi facile que nous aimerions le penser. Au Niger, le poste militaire de Blabrine a subi une attaque meurtrière dans la nuit de lundi à mardi. Cette région de Difa, grande ville du sud-est du pays, a été ciblée à plusieurs reprises ces dernières semaines par des djihadistes. L'attaque perpétrée contre la base de Blabrine s'est soldée par des pertes en vies humaines, des dégâts et des pillages de matériel. Élus locaux et membres de la société civile de la région soupçonnent les combattants de Boko Haram d'en être à la base. De plus en plus, le Niger fait face presque quotidiennement à des attaques meurtrières qui visent pour la plupart l'armée. Depuis début mai, de violents combats ont régulièrement lieu dans la région de Difa entre l'armée nigérienne et des combattants islamistes. Samedi dernier, des roquettes sont tombées sur Difa. Le 13 mai, le Niger a affirmé qu'au moins 115 terroristes de Boko Haram ont été tués dans 2 opérations militaires dans le sud-est du pays et en territoire nigérien. Le 9 mai, des échanges de tirs ont opposé les 2 camps dans le même secteur, selon les autorités nigériennes. Le 3 mai, d'intenses combats ont opposé l'armée nigérienne et des djihadistes du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, issus d'une scission de Boko Haram autour du pont de Douchi. Fin octobre 2019, 12 soldats nigériens ont été tués et 8 blessés lors de l'attaque de cette base militaire, selon le ministère de la Défense. Le Niger doit aussi faire face dans l'Ouest à ses frontières avec le Mali et le Burkina aux attaques récurrentes des groupes djihadistes sahéliens, dont l'État islamique au Grand Sahara. Les violences djihadistes au centre du Sahel, souvent entremêlées à des conflits intercommunautaires, ont, selon l'ONU, fait 4000 morts au Mali, au Niger et au Burkina Faso en 2019. Je le disais en titre, dans le cadre des mesures anti-Covid-19, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta vient de gracier 400 détenus dont le prêcheur Bandiougou Doumbia. Ce dernier avait été arrêté en février pour des propos faisant notamment l'apologie des chefs djihadistes Iyad Ag Ghali et Amadou Koufa. La présidence malienne a indiqué ce mardi que le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, a gracié 400 détenus pour freiner la propagation du nouveau coronavirus. Parmi les personnes graciées figure le prêcheur Bandiougou Doumbia, arrêté en février pour des propos faisant notamment l'apologie des chefs djihadistes Iyad Ag Ghali et Amadou Koufa. Il avait été condamné début mars à 2 ans de prison. Expliquant que cette grâce se faisait dans le cadre du désengagement des prisons face au Covid-19, le ministre de la Justice Malik Coulibaly a affirmé que tous ces détenus graciés étaient libérables en janvier 2021, excepté Bandiougou Doumbia. Toutefois, aucune précision n'a été fournie sur le profil des autres détenus bénéficiant de la grâce. Avant le Mali, plusieurs autres pays à travers le monde et en Afrique, dont le Burkina Faso, le Niger au Sahel,
ou encore l'Afrique du Sud et l'Éthiopie ont annoncé des libérations de prisonniers particulièrement exposés au risque de contamination en milieu carcéral. La semaine dernière déjà, les chefs de plusieurs agences de l'ONU, dont l'Organisation mondiale de la santé, ont appelé les gouvernements à prendre toutes les mesures nécessaires à la protection des détenus contre le virus, en incitant à libérer les prisonniers non violents ou les plus exposés à la maladie. Notons que le Mali a officiellement déclaré environ 1500 cas de contamination et 57 décès. Pour finir cette édition, hors du continent africain, des habitants d'une ville pauvre de la banlieue de Santiago du Chili, El Bosque, affrontent la police pour protester contre les pénuries alimentaires et ce, en temps de confinement pour cause d'épidémie de coronavirus. Les manifestants portant pour la plupart une capuche et un masque ont lancé des slogans hostiles à un gouvernement de droite qui, d'après eux, les délaisse. Ce n'est pas la quarantaine, c'est de l'aide, de la nourriture. Voilà ce que demandent les gens en ce moment, a déclaré à l'AFP une habitante, Véronica Abarca. Des barricades ont été dressées et la violence a monté jusqu'à des affrontements à coups de bâton et de jets de pierre du côté des manifestants et de gaz lacrymogènes et de canons à eau du côté des forces de l'ordre, a constaté un journaliste de l'AFP. La police a fait état de 3 interpellations. Le gouvernement du président Sébastien Pinera avait décrété vendredi le confinement de toute la population de la région de la capitale qui concentre 80% des cas de coronavirus du pays. Mais depuis des mois déjà, l'activité économique, entre autres celle des commerces, de la construction et de divers services, a été ralentie pour tenter de freiner l'épidémie. La municipalité d'El Bosque a publié un communiqué où elle a dénoncé la détérioration de la qualité de vie des habitants et le manque de considération du pouvoir central pour les plus pauvres. Ce sont ces habitants et habitantes qui, après plus d'un mois sans pouvoir travailler, sans avoir vu non plus de mesures concrètes de la part de l'État, protestent aujourd'hui, a écrit le maire Sadi Melo. Avant même la crise sanitaire, le Chili, pays de 18 millions d'habitants, avait connu de longs mois d'agitation sociale et de violence, partie de l'annonce en octobre d'une hausse du prix du ticket de métro à Santiago. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.